explique-nous justement cette démarche de Merbah par rapport à la Kabylie, justement. Et par rapport à la Kabylie, c'est aussi le problème que le seul pays au monde où il y a une institution qui s'appelle l'Académie berbère, c'est Paris, c'est la France. Et qui fait un travail en direction de la communauté algérienne et essentiellement la communauté kabyle. Donc, il voyait très bien toutes les possibilités qui étaient entre les mains de l'ancienne puissance coloniale d'intervenir de manière indirecte dans un premier temps et peut-être directement parce qu'il y a aussi cette prévention qu'il y a. D'ailleurs, lorsque tu parles, désolé, lorsque tu as développé un peu l'historique, l'évolution, le rôle, la composante grosso modo de cette académie berbère. Et je t'avais déjà posé la question la dernière fois sur la relation entre l'académie berbère à Paris et les événements de Kabylie, c'est-à-dire le MCB, les événements de la Kabylie, le printemps berbère et ce qui a suivi comme mouvement jusqu'à aujourd'hui. Exactement. La question que j'avais oublié de te poser et qui, à mon avis, primordiale, importante à poser, en analysant cette académie berbère qui, d'après ce que tu as dit la dernière fois, avait un impact direct aussi bien sur la communauté algérienne, particulièrement kabyle en France, sur le mouvement ici, à travers les Servier, à travers éventuellement le rôle de Léger, à travers ceux qui étaient à l'intérieur mais qui travaillaient éventuellement, qui avaient une autre casquette, etc. Est-ce que, la question que je voulais te poser, est-ce que cette académie berbère a été utile pour la question de l'identité et de la culture amazigh berbère en Algérie ou ailleurs? Est-ce qu'elle a été utile? C'est-à-dire, cette académie a-t-elle rendu un service? A-t-elle travaillé la culture berbère, la culture amazigh et particulièrement la langue? Oui. En France, sans doute, indiscutablement, parce que en tant qu'association loi 1901, elle avait un budget. Elle faisait des activités et elle avait un bulletin. Et elle avait développé des écoles ou des cours, ce qu'on appelle des cours de berbère, aussi bien par le mouvement associatif berbère qui a commencé à naître à ce moment-là, et ça c'est le travail de l'académie. Je devrais dire, pour lui rendre hommage, le travail de Saoud Mohamed, c'est lui le fondateur de l'académie. Il se trouve que c'est un ancien capitaine d'ALM. Et c'est un patriote, c'est indiscutable. Mais politiquement, l'arabe, lui aussi, ça fait partie de cette génération qui sont des baroudeurs, qui s'enflamment rapidement, mais qui n'ont pas cette distance nécessaire pour essayer de peser le pour et le contre dans des entreprises comme celle-là. Lui, il était tellement déçu, son ouvrage, il dit « Heureux martyrs qui n'ont rien vu », etc. Et il était tellement déçu, il était tellement déçu par ce qui s'est passé qu'il était prêt à enfourcher n'importe quel cheval de bataille pour peu de faire connaître sa position, et il n'arrêtait pas de dire. Moi je te dis que je l'ai croisé à plus d'une reprise dans des cafés au moment où on faisait nos diffusions, et on a eu des accrochages assez violents. C'est un homme que je respecte beaucoup, j'ai toujours respecté. C'était quelqu'un qui était convaincu de ses opinions et qui pensait que, à l'extrême limite, l'indépendance de l'Algérie, ça a été l'œuvre des Kabyles, essentiellement des Chaouis, et que les Arabes, je ne sais pas où ils sont ces Arabes, en Algérie, ils voulaient probablement dire les arabophones, mais à l'époque, la fracture était comme ça, elle était ethnique, elle n'était pas... Elle n'est même pas explicable. Oui, elle n'est pas explicable. C'est-à-dire la fracture ethnique en Algérie entre nous, sociologiquement parlant, elle n'est même pas explicable. Non, c'est-à-dire réellement sur le terrain de la sociologie. Pas du tout, elle n'est pas explicable. Où sont ces ethnies? Oui, c'est-à-dire la théorie ethnographique entre nous, elle n'a aucun sens. Oui, mais là, qui est derrière cette histoire de l'ethnisme? C'est Servier. C'est l'anthropologue Servier, c'est l'ethnologue Servier. Bref, le problème pour lui, c'était que c'était les Kabyles et les Chaouis qui avaient constitué le bloc révolutionnaire de la guerre de libération nationale, et que ce sont les gens comme Boumediene, parce qu'ils considèrent Boumediene comme arabe, à tort ou à raison, peu importe,
parce qu'il était arabophone, on ne sait pas si lui il parlait de Tamazir, on n'en sait rien. C'est ce qui est sûr, c'est qu'il parlait le français aussi, n'est-ce pas? Ça, je l'ai entendu. Et il disait que les Amazirs ont ramené l'indépendance et les Arabes sont en train de la bouffer. C'était le slogan de l'époque. Schématiquement, le slogan de l'époque. Et donc, il a commencé à constituer ce qu'on appelle un mouvement d'opinion. Et ce mouvement d'opinion était assez suivi par des officiels français, et celui qui s'est beaucoup intéressé à ça, c'est un certain Charles Pasqua. Charles Pasqua. Qui est l'homme de Cuba, fondateur du SAC, comme tout le monde le sait, c'est-à-dire tous les Cuba de la République. Et c'était quelqu'un qui... c'est un patriote français, mais ça c'est son affaire. Mais c'est aussi quelqu'un qui défend un peu trop, avec beaucoup de conviction, les intérêts extérieurs de la France. Et l'Algérie, elle est au carrefour des intérêts extérieurs de la France. Donc il y a ce problème-là, et j'avais parlé aussi au milieu des années 70, au lendemain de la guerre d'octobre 73 et la crise du Sahara occidental, il y a eu cette affaire d'une très large diffusion de tracts annonçant la constitution des soldats de l'opposition algérienne à Soura, dont j'en avais parlé. Qasem Albah était au courant, il ne pouvait pas ne pas être au courant. Qasem Albah était au courant. Les services, comme il en existe un peu partout dans toutes les ambassades du monde, les services de l'ambassade en Algérie ont dû être informés qu'il y avait des choses qui se passaient dans l'immigration. Qui se passaient dans l'immigration. Et à ce moment-là, ce qui est assez curieux, et ça par contre c'est un fait d'expérience, on a vu arriver au PRS un certain nombre de jeunes étudiants. Je pense, jeunes étudiants algériens. Pas issus de l'immigration. Des gens qui venaient faire leurs études. C'est-à-dire qui venaient d'atterrir en France. Qui venaient d'atterrir en France. Peut-être que c'est le... Et qui nous ont infiltrés. Il faut apprendre les choses. C'est-à-dire... Je ne donnerai pas des noms. بعتهم الجماعة. بعثهم صحاح. De toute façon, certains d'entre eux avaient des attaches immédiates avec l'attaché militaire algérien à Paris. De l'ambassade d'Algérie. Je ne discute pas de ça. Je ne juge même pas l'affaire. De toute façon, on savait qu'ils étaient missionnés. Et on savait qui ils étaient. Un jour, quand je serai vieux, tu vas nous dire de qui il s'agit. Je vais tout mettre par écrit, tout. Dans les colonnes. Il y a tellement de choses à dire dans notre histoire. C'est pas grave. Enfin, c'est tant mieux, hein. Comme ça on aura à apprendre beaucoup de choses. Tant mieux. Hein? À la veille de tirer ma révérence, je vais mettre le paquet. Donc, on sentait que les Français suivaient avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait en Algérie. Plus ou moins, c'est ce que j'avais dit un jour, moi j'avais un pressentiment, j'avais une conviction quant à l'assassinat de Boumediene, mais je n'ai absolument aucune information, ni les éléments de la... Mais on sentait que c'était un régime finissant et qui risquait de se terminer un peu dans la confusion. Les gens comme Qasem Albah, qui a joué un rôle très important dans la période de Boumediene. Oui. Et il s'est dit cette chose suivante. Si on raisonnait en termes de Kabylie, parce qu'il savait que la Kabylie était le point névralgique. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Il s'est dit il faut assurer une sorte de transition au besoin en accompagnant peut-être le mouvement et en faisant qu'il ne revienne pas aux anciens réflexes de la guerre autour de la légitimité, parce que la guerre autour de la légitimité, qu'est-ce qu'elle a donné de manière palpable dans l'Algérie? Ce sont des assassinats politiques d'un camp comme dans l'autre. Très juste. Et c'est en ce sens qu'il y a un sentiment profondément patriotique chez Qasem Albah. Il s'est dit si on pouvait, d'une manière directe ou indirecte, faire évoluer les choses vers l'émergence d'un débat politique. Non, très bien. Lorsque tu parles de Qasem Albah de cette façon, est-ce que moi je peux témoigner de ce que j'ai connu comme ça de lui à quelle date? Dans les années 90. 90. C'est-à-dire avant son assassinat, avant quelques années. Oui. Je voudrais préciser une chose. Oui. Je voudrais préciser que
la Ligue algérienne des droits de l'homme, La première, la première, 85. 85, Oui. plus ou moins a été créée peut-être par une sorte, non pas de connivence, mais peut-être de sympathie de la part de Hosni Moubarek. On posera la question. On posera la question à Ali Yahya Abdel Nour. Oui. On posera la question à Ali Yahya Abdel Nour et tous ceux qui ont contribué dans la création de à Saadi. Miloud Brahimi, c'est après. Et c'est une autre affaire d'une autre organisation de droits de l'homme. Mais la première en 85, oui, c'est plus tardif. La première, on posera la question à Yahya Abdel Nour. Mais on va lui demander de nous dire la vérité. Il y avait beaucoup d'avocats dedans. C'est ça. Il y avait Ali Yahya Abdel Nour, il y avait Maître Mohamed Kassoun, il y avait un certain Ali Betlis dans la Ligue des droits de l'homme, etc. Donc il y avait un problème de vouloir créer des institutions ou encourager, ou disons fermer les yeux, ne pas s'opposer à la création. Peut-être que c'est pas la première dont tu parles pour ce qui est de Benflis, d'après ce que je sais. C'est pas la première. La première, c'est les vétérans qui ont créé la première, c'est de vieux militants, des gens qui s'inscrivaient déjà dans l'opposition, qui savaient, qui étaient déjà connus par là. Mais on peut vérifier le. Il faut vérifier. Oui, on peut vérifier. Mais moi, je préfère étudier un petit peu l'histoire de l'encadrement des droits de l'homme en Algérie à travers peut-être un enregistrement. Que ça serait bien que de dire un petit peu l'évolution de la conscience, la conscience démocratique et particulièrement de la défense des droits de l'homme à travers les types d'organisations comme les ligues, comme etc. Ça mérite, sincèrement, ça mérite un truc très important. Ce que je voulais savoir, et là je te lâche pas. Tu as beaucoup parlé de Kasdi Merbah. Sincèrement, est-ce que Kasdi Merbah, à l'époque de Boumdine, à l'époque de Chedli, au début, jusqu'à ce qu'il devienne ministre, et par la suite il a occupé jusqu'à ce qu'il devienne ministre, et par la suite il occupe le poste de Premier ministre après les événements d'octobre. Est-ce que, d'après ce que tu dis, est-ce que Kasdi Merbah était quelqu'un de penseur? Parce que lorsque tu le présentes de cette façon, on dirait que c'est quelqu'un de penseur. Alors qu'à l'époque, ce qui était connu de Kasdi Merbah, c'est plutôt la torture, c'est plutôt l'incarcération, c'est plutôt la résidence surveillée contre les opposants, c'est plutôt la manipulation, c'est plutôt la sécurité militaire, c'est pas autre chose. Et tout ça fait partie du travail des services. Tout ce que tu dis est vrai. Mais dans la fonctionnalité qui était celle d'un responsable des services de l'époque, qui doit veiller à tous les aspects en même temps. Et cet aspect chez lui, je pense en particulier, était lié à la névralgie de la situation de la Kabylie dans l'ensemble algérien. À l'époque, ce que les années 80, à partir de 86-87 m'ont confirmé, 85, 86, 87, c'est que l'intérêt de la France était très lié à la Kabylie, d'abord historiquement parce qu'il y a une forte immigration dans la Kabylie et qu'elle a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette communauté, et ensuite c'est l'investissement à travers l'académie et à travers les réseaux d'opinion autour de l'académie. L'intérêt de la France, c'était de suivre un peu l'évolution de la Kabylie, tout en étant d'une très grande méfiance vis-à-vis de la Kabylie, parce que la Kabylie a été aussi le fer de lance de la résistance. La résistance, c'est de la guerre de libération, avec la wilaya 2 essentiellement. Le soulèvement de Prani, il est encore quand même dans les mémoires, parce qu'on est à moins d'un siècle. Ensuite, les différentes étapes de la résistance, etc. Ensuite, la radicalité des luttes, et là où véritablement aussi la France a connu de très très gros problèmes vis-à-vis des maquis de Kabylie, qui sont des maquis particulièrement difficiles à pénétrer. D'autant plus que la France n'a parvenu à infiltrer
a colonisé, a occupé les territoires de la Kabylie qu'en 1857, c'est-à-dire quelques 27 ans après la colonisation. Mais j'ouvre une parenthèse également, il y a un flux d'informations important, mais le plus important pour nous, c'est comment interpréter ce flux d'informations pour pouvoir en tirer des conclusions et des leçons pour plus tard, c'est-à-dire pour l'avenir de demain. Avec la France, qui s'intéressait beaucoup à la Kabylie, avec beaucoup de méfiance aussi, c'est ce que tu viens de dire. Il y a également un autre pays qui a abrité beaucoup d'opposants algériens, particulièrement de cette région de Kabylie, qui est le Maroc. Le Maroc également, à l'instar de la France, ancienne puissance coloniale, le Maroc également, il a joué un rôle très important dans la relation directe avec beaucoup de figures de la Kabylie. Oui, depuis pratiquement la mort de Mohamed V, le Maroc est devenu l'antichambre de la France. Depuis la mort de Mohamed V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maroc est devenu juste le roule pour la France. C'est ça en termes clairs? En termes très clairs. C'est pour cela qu'il s'intéressait à la... c'est quand même assez évident. Il y a eu des faits qui traduisent cela, qui l'ont montré de manière on ne peut plus concrète. Quand les parachutistes français ont sauté sur Kolwezi, la moitié de la troupe était marocaine. Explique-nous. Les Marocains ont participé à l'affaire de Kolwezi aux côtés des Français. Il y a eu un parachutage des troupes marocaines, des troupes d'élite, dans une affaire africaine. Ce qui montre la connivence et la complicité très forte du régime marocain avec les Français. Complicité, c'est trop dire. Je pense que le régime marocain est à la France ce qu'un certain nombre de responsables nationalistes algériens étaient à l'Égypte, pour faire le parallèle.